L'armée israélienne fait face à une forte pression internationale pour ne pas intervenir dans la ville de Rafah, où vivent plus d'1 million de Palestiniens. La mobilisation des agriculteurs européens se poursuit, notamment en Espagne, en Moldavie et en Pologne. Principal point d'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et refuge pour plus d'1 million de civils ayant fui les bombardements dans le nord de l'enclave, la ville de Rafah est dans le viseur de l'armée israélienne. Une opération militaire dans une zone surpeuplée, de quoi susciter les inquiétudes de nombreux pays. Face à une situation qui pourrait avoir des conséquences désastreuses, la diplomatie internationale s'active. Everybody goes to Tel Aviv. Beg him, please, don't do that. Protect civilians, don't kill so many. How many is too many? Which is the standard? But Netanyahu doesn't listen to anyone. They are going to evacuate. Where? To the moon? Where are they going to evacuate these people? Le Royaume-Uni a également fait part de ses craintes. Really, we think is impossible to see how you can fight a war amongst these people. There's nowhere for them to go. They can't go south into Egypt. They can't go north and back to their homes because many have been destroyed. Dans un discours à la télévision mercredi 7 février, Benjamin Netanyahou a ordonné à Tsahal de préparer une offensive sur Rafah, qui serait selon lui le dernier bastion du Hamas. Lundi, une opération militaire au cœur de la ville a permis la libération de 2 otages, 2 hommes âgés de 60 et 70 ans. Une opération qui aurait fait au moins 100 morts selon le Hamas. Face à la menace d'une offensive à grande échelle, Joe Biden a annoncé lundi qu'une pause d'au moins 6 semaines dans les combats entre Israël et le Hamas était en discussion. De son côté, l'ONU a déclaré qu'elle ne s'associerait pas à une évacuation forcée des habitants de Rafah. Ce lundi, la Cour d'appel de La Haye aux Pays-Bas a ordonné au gouvernement néerlandais de cesser toute livraison des pièces d'avions de combat F-35 utilisées par Israël dans la bande de Gaza. Selon les juges, ces pièces risquent d'être utilisées dans des actions qui violent le droit humanitaire international, comme des frappes contre les civils palestiniens dans la guerre entre Israël et le Hamas. Par ailleurs, la Cour a jugé que l'argument d'un maintien de bonnes relations avec les États-Unis et Israël, mis en avant par l'État néerlandais, n'était pas un bon argument pour continuer à exporter ces pièces. La Cour de La Haye avait été saisie par des organisations de défense des droits humains. Ils avaient été déboutés en décembre dernier par le tribunal du district de La Haye. La Cour a donc annulé ce jugement délivré en première instance et donne raison aux ONG. Le chef de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens espère que la Commission européenne continuera à financer leurs opérations lors de sa visite lundi à Bruxelles. Philippe Lazzarini a donné des explications sur l'accusation d'Israël, selon laquelle l'UNRWA néglige l'infiltration du Hamas dans l'organisation. L'agence enquête sur la participation de certains de ses employés aux attaques du 7 octobre contre Israël. Une accusation plus récente relate que le Hamas a creusé des tunnels sous le siège de l'agence à Gaza. Plus d'une douzaine de pays ont décidé de suspendre leur financement pour un montant de 440 millions de dollars. The Commission contribution is absolutely critical because it's $82 million expected beginning of March. If we would have had no pause or freeze of funding, our cash flow would have been good until the end of July. Our cash flow will suffer as from now, as from the month of March. It will be negative, expected negative 30 to 40 million in March, but then it will be significantly negative as from April. Les conclusions préliminaires d'une enquête indépendante peuvent être publiées dans un délai d'1 mois, tandis que les évaluations finales peuvent prendre plus de temps. La Commission européenne peut prendre certaines décisions avant cela, a indiqué le chef de la diplomatie de l'Union européenne. Les 27 pays devront décider de leur contribution directe à l'agence, mais Joseph Borrell estime que l'UNRWA est irremplaçable.
I think that the majority clearly is understanding the fact that there is no alternative to support the Palestinian people than what we have in place and has been in place for 70 years or more with Hamas and without Hamas. So I cannot imagine a magic wand to say that tomorrow someone will come and provide the schools to have 1 million young people. Philippe Lazzarini a déclaré que les opérations d'Israël à Rafah, près de la frontière avec l'Égypte, perturbent déjà l'entrée de l'aide humanitaire et que les convois sont attaqués, notamment en raison du manque de protection de la police locale. Et pour la première fois, il a déclaré qu'il n'allait pas démissionner, comme le demande le gouvernement israélien. Le pape François a reçu ce lundi son compatriote argentin, le nouveau président ultralibéral Javier Milei. En s'embrassant devant les caméras, les deux hommes ont tenu à montrer au monde à quel point leur relation s'était améliorée. Durant sa campagne électorale, Javier Milei avait non seulement critiqué le pape François, mais il l'avait aussi traité d'imbécile. Les deux dirigeants semblent vouloir tourner la page, même si leurs divergences demeurent pour éradiquer la pauvreté dans leur pays d'origine. Milei's visit to Rome also offered the chance to meet with Italian Prime Minister Giorgia Meloni. His trip comes as part of his first tour overseas that took him to Israel, then Italy. Milei has become a prominent figure in South America's right-wing political front, and Giorgia Meloni was among the first European leaders to congratulate Milei on his election, and the two share similar political views. La rencontre avec Giorgia Meloni n'était donc pas que protocolaire. Le président argentin d'extrême droite cherche à forger un nouveau partenariat stratégique en Europe, et d'abord avec les dirigeants qui lui sont proches politiquement. Tournée diplomatique de Donald Tusk à Paris et Berlin pour appeler la France et l'Allemagne à investir davantage dans la défense de l'Europe. Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée le Premier ministre polonais au moment où les chancelleries européennes envisagent avec circonspection le possible retour au pouvoir de Donald Trump. Samedi, l'ancien président américain a prévenu qu'il encouragerait la Russie à s'en prendre à tout pays de l'OTAN qui ne paierait pas sa quote-part du budget de l'Alliance. Europa musi stać się kontynentem bezpiecznym, a to oznacza, że Unia Europejska, Francja, Polska muszą się stać państwami silnymi i gotowymi do obrony własnych granic, własnego terytorium i do obrony i wsparcia naszych sojuszników i przyjaciół spoza Unii Europejskiej. Donald Tusk s'est ensuite rendu à Berlin où là aussi les propos de l'ancien président américain ont choqué. Le Premier ministre polonais a parlé d'une douche froide. De son côté, le chancelier allemand Olaf Scholz évoque des déclarations irresponsables et dangereuses. Das Schutzversprechen der NATO gilt uneingeschränkt. Alle für einen, einer für alle. Und lassen Sie mich aus aktuellem Anlass klar sagen, jegliche Relativierung der Beistandsgarantie der NATO ist unverantwortlich und gefährlich und ist einzig und allein im Sinne Russlands. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Selon Donald Tusk, l'Europe doit à la fois se concentrer sur une coopération totale avec les États-Unis et investir dans sa propre sécurité. Après plusieurs jours de manifestations, la mobilisation des agriculteurs espagnols ne faiblit pas. Ce mardi, des rassemblements sont prévus, notamment à Gérone, dans le nord-est du pays et dans la périphérie de Barcelone. Un mouvement pour dénoncer la politique agricole commune de l'Union européenne, mais également la précarité du secteur. En mis últimos 2 años tenemos unas pérdidas, por ejemplo, con el cereal de un 40%. Y este año pasado la sequía, una ruina. Tenía que haber dado el cereal a 4.000 kilos en secano y te ha dado a 1.000. En Moldavie, les agriculteurs ont bloqué la principale route menant à la Roumanie. Ils réclament plus de subventions gouvernementales pour faire face aux pertes qu'ils disent subir depuis 2 ans. Le gouvernement moldave a déjà déboursé l'équivalent de plus de 13 millions d'euros l'an dernier pour venir en aide au secteur.
un montant jugé insuffisant par les agriculteurs. En Pologne également, le mouvement se poursuit. À la frontière avec l'Ukraine, certains agriculteurs en colère ont déversé la cargaison d'un camion transportant des céréales ukrainiennes destinées à l'Union européenne. Une action qui a suscité de vives réactions. Kiev a dénoncé un incident inacceptable et Varsovie a annoncé l'ouverture d'une enquête. Depuis plusieurs jours, les agriculteurs polonais protestent contre les importations de produits agricoles ukrainiens qu'ils considèrent comme de la concurrence déloyale. Retour à Kaboul pour 2 anciens détenus de Guantanamo. Les forces américaines avaient arrêté Abdul Zahir Saber et Abdul Karim en 2002. Selon des documents révélés par le New York Times, Abdul Zahir Saber était soupçonné d'être impliqué dans un trafic d'armes chimiques et biologiques pour Al-Qaïda. Les 2 hommes ont passé au moins 14 ans dans le centre américain de détention sur l'île de Cuba avant d'être placés en résidence surveillée à Oman en 2017. Les autorités talibanes ont fait pression pour obtenir leur retour en Afghanistan. Tout arrive à qui sait attendre. 5 ans après l'incendie, les ouvriers ont démonté l'échafaudage au sommet de Notre-Dame et dévoilé la nouvelle flèche de la cathédrale. Des touristes ont admiré ce lundi le travail des grutiers sur les quais de Seine. La pièce est reconstruite à l'identique de l'œuvre de l'architecte Viollet-le-Duc. L'aiguille est ornée d'un coq et d'une croix. La pointe culmine 96 mètres au-dessus du sol. La flèche de Notre-Dame s'était effondrée lors de l'incendie de la cathédrale les 15 et 16 avril 2019.